Chunk 1, pendant des décennies, l'ancien garde du corps d'Elvis Presley est resté silencieux, emportant avec lui des souvenirs et des expériences que seul un membre du cercle intime du King pouvait connaître. Puis, des années plus tard, il a finalement pris la parole, confirmant des détails que personne ne s'attendait à entendre. Ces révélations ont choqué les fans de toujours et ont amené le monde entier à remettre question ce qu'il pensait savoir d'Elvis. Rejoignez-nous pour explorer la vérité qu'il a finalement décidé de partager. Quand Elvis a rencontré Red au début des années 1950 à la Humes High School de Memphis, dans le Tennessee, deux jeunes hommes se sont croisés qui n'auraient pas pu paraître plus différents au premier abord. Red West était un adolescent robuste aux larges épaules, doté d'une forte carrure athlétique. Il avait la réputation d'être dur, fiable et farouchement loyal envers ceux qui lui étaient chers. Il était le genre de personne qui défendait ses amis sans hésitation. Elvis Presley, revanche, était plus calme et plus réservé. Il était poli, parlait doucement et se comportait avec une confiance tranquille qui le distinguait des autres garçons de l'école. Son apparence le faisait encore plus ressortir. Alors que la plupart des élèves soutenaient à des vêtements simples et classiques, Elvis portait des chemises colorées et des vestes voyantes et gardait toujours ses cheveux noirs gominés. Son style et ses manières faisaient de lui une cible de moquerie, surtout de la part des garçons qui ne le comprenaient pas. Red a remarqué la façon dont les gens réagissaient à Elvis, mais au lieu de se joindre à eux ou de l'ignorer, il a ressenti un sentiment de respect. Elvis n'essayait pas de s'intégrer, il était lui-même sans s'excuser. Red admirait cette confiance. Leur première véritable interaction a eu lieu un jour où un groupe d'étudiants a décidé de bousculer Elvis et d'essayer de l'intimider. Avant que les choses ne dégénèrent, Red est intervenu. Il a clairement fait savoir que personne n'allait embêter Elvis tant qu'il serait là. Ce moment a marqué le début de quelque chose d'important. Dès lors, les deux ont commencé à parler davantage et à passer du temps ensemble. Ils se sont vite rendus compte qu'ils avaient beaucoup commun. Tous deux venaient de familles modestes de la classe ouvrière de Memphis. Aucun d'eux n'avait beaucoup d'argent grandissant, mais ils comprenaient la valeur de la loyauté et du fait de rester fidèles aux personnes qui vous sont chères. Ils partageaient une compréhension tacite de ce que signifiait travailler dur et veiller l'un sur l'autre. Ce lien précoce s'est construit sur la confiance et le respect mutuel. Il ne s'agissait pas de popularité ou de cercles sociaux, il s'agissait de savoir qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre quoi qu'il arrive. Cette fondation allait porter leur amitié à travers plus de 20 ans de hauts, de bas et de changements qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer dans les couloirs de cette école secondaire. Chunk 2, après avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires, la vie les a emmenés dans des directions différentes. Red a décidé de s'enrôler dans le corps des Marines des États-Unis, servant son pays et renforçant la discipline et la force qu'il possédait déjà. Elvis, quant à lui, a commencé à se concentrer sur la musique. Au début, il était encore un jeune homme inconnu à Memphis, mais son style et sa voix ont rapidement commencé à attirer l'attention. Leur vie aurait pu continuer sur des chemins séparés sans un tournant 1966. Cette année-là, le single d'Elvis, Heartbreak Hotel, est devenu un succès national, le propulsant au rang de star presque du jour au lendemain. Au milieu du tourbillon de la nouvelle célébrité, des interviews et des dates de tournée, Elvis s'est tourné vers l'une des premières personnes qui il avait confiance, Red West. Au lieu de s'entourer uniquement de nouveaux visages de l'industrie musicale, Elvis voulait à ses côtés quelqu'un qui le connaissait avant la gloire. Red était cette personne. Lorsque Red a rejoint Elvis pendant cette période excitante, ce n'était pas seulement tant que garde du corps engagé, son rôle est rapidement devenu beaucoup plus personnel. Il était un confident de confiance, quelqu'un avec qui Elvis pouvait se détendre sans avoir à se soucier d'être jugé ou mal compris. Il était aussi un compagnon, voyageant avec Elvis, le gardant les pieds sur terre et l'aidant à se protéger du chaos qui entourait souvent sa gloire croissante. La vie autour d'Elvis était rarement prévisible. À Graceland, il partageait des séances de jam tard dans la nuit où des amis se réunissaient pour jouer de la musique juste pour le plaisir. Il y avait des voyages voitures spontanés, des aventures imprévues et des moments de calme où ils étaient juste tous les deux à parler de la vie. Ils discutaient de tout, des voitures, de la musique, des femmes, de la famille et de la foi.
Leur amitié ressemblait plus à celle de frères qu'à celle d'un employeur et d'un employé. Ils avaient des blagues que seuls eux comprenaient. Ils pouvaient être à l'aise ensemble sans avoir besoin de combler le silence. Red pouvait aussi parler à Elvis avec honnêteté, même si cela signifiait lui dire quelque chose qu'il ne voulait pas entendre. Dans un monde où beaucoup de gens autour d'Elvis lui disaient seulement ce qu'ils pensaient tant et qu'ils voulaient entendre. Cette honnêteté rendait la présence de Red encore plus précieuse. Red avait connu Elvis comme l'adolescent timide et poli qui se promenait dans les couloirs de la Humes High School et il n'a jamais oublié ce côté de lui. Même lorsqu'Elvis est devenu l'un des artistes les plus célèbres au monde, Red a continué à le voir comme le même jeune homme qu'il avait défendu toutes ces années auparavant. Ce lien a maintenu leur amitié forte pendant les premières années de la carrière d'Elvis. Ils n'avaient aucun moyen de savoir que le lien qu'ils avaient formé au lycée serait mis à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, surtout lorsque la gloire a commencé à tout changer autour d'eux. Et bientôt, la vie qu'ils avaient construite ensemble allait se transformer quelque chose de bien plus compliqué. La Memphis Mafia. Alors que la renommée d'Elvis Presley grandissait à la fin des années 1950 et dans les années 1960, son monde est devenu plus grand, plus occupé et plus exigeant. Chunk 3, pour l'aider à naviguer dans cette nouvelle vie, il s'est entouré d'un groupe de personnes soudées. Ce groupe est devenu connu sous le nom de Memphis Mafia. Malgré ce surnom, ce n'étaient pas des gangsters. Il s'agissait d'un mélange d'amis proches, de membres de la famille et de personnel de confiance qui travaillaient à protéger Elvis, à lui tenir compagnie et à lui faciliter la vie. Beaucoup de ses membres connaissaient Elvis bien avant qu'il ne devienne célèbre. Ils comprenaient son parcours, ses habitudes et sa personnalité. Cela les rendait différents des employés typiques. C'étaient des gens qui se souciaient sincèrement de lui. Red West était l'un des membres originaux, connaissant Elvis depuis le lycée. Parmi les autres membres figuraient ses cousins Sonny West et Billy Smith, ainsi que son ami de longue date Jerry Schilling. Au fil du temps, de nouvelles personnes se sont jointes au groupe, mais le groupe d'origine était composé de ceux qui étaient là depuis le début. Faire partie du cercle intime d'Elvis signifiait vivre d'une manière très inhabituelle. Le groupe fonctionnait selon ce qu'ils appelaient l'heure d'Elvis. Il n'y avait pas d'horaire quotidien fixe. Tout tournait autour de l'humeur, de l'énergie et des idées d'Elvis. Si Elvis était éveillé à 3 heures du matin et voulait regarder des films, tout le monde restait éveillé et regardait avec lui. S'il avait envie de faire un voyage au milieu de la nuit, l'avion était prêt quelques heures. Les journées de la Memphis Mafia pouvaient inclure presque n'importe quoi. Parfois, Elvis organisait des marathons de films à Graceland avec des amis et des membres du personnel entassés dans une salle de cinéma privée. D'autres fois, il décidait qu'il voulait manger quelque chose de spécifique, comme un sandwich au beurre de cacahuète et à la banane, et il s'envolait vers une autre ville juste pour l'obtenir. Il y avait des combats de karaté improvisés dans le jardin. Elvis étant passionné par les arts martiaux, il y avait aussi des chants gospel dans le salon qui pouvaient durer jusqu'au lever du soleil. Les membres de la Memphis Mafia devaient être prêts à tout moment. Leur rôle allait au-delà de celui de compagnon. Ils agissaient comme garde du corps, s'assurant qu'Elvis était à l'abri des foules ou des fans trop enthousiastes. Ils le divertissaient, gardant l'atmosphère légère et amusante lorsque cela était possible. Il fournissait également un soutien émotionnel pendant les moments stressants. Les frontières entre le travail et l'amitié étaient floues. Ces hommes étaient payés pour être là, mais la plupart se considéraient comme une famille. Le rôle de Red West dans le groupe était unique. Chunk 4. Il agissait souvent comme médiateur entre Elvis et les fans, gérant les situations où les gens s'approchaient trop ou dépassaient les limites. Au besoin, il pouvait intervenir tant que responsable de l'application des règles, s'assurant que chacun respectait l'espace d'Elvis. Il était également une personne à qui Elvis faisait confiance pour organiser des voyages de dernière minute ou prendre des dispositions rapides sans chichi. La capacité de Red à rester calme et pratique faisait de lui l'une des personnes les plus fiables dans la vie d'Elvis. Être dans cette position signifiait que Red était aux premières de loge pour voir le meilleur et le pire du monde d'Elvis.
Il a été témoin de l'incroyable générosité d'Elvis, comme lorsqu'il a donné des voitures, des bijoux et de l'argent à des amis ou même à des inconnus. Il a vu la joie qu'Elvis éprouvait à se produire pour les gens qui lui étaient chers, même dans des contextes privés. Red a également vu le côté enjoué d'Elvis, son amour des farces, son sens de l'humour et son enthousiasme pour les plaisirs simples. Mais au fil des années, Red a également commencé à remarquer des changements troublants. La Memphis Mafia, qui avait commencé comme un groupe d'amis et de protecteurs loyaux, commençait à devenir autre chose. Au lieu d'aider Elvis à faire face à la réalité, il le protégeait lentement de celle-ci. L'accord constant et le manque de confrontation honnête signifiaient que les habitudes malsaines n'étaient pas contrôlées. De nombreux signes avant-coureurs, des changements dans la santé d'Elvis, sa dépendance aux médicaments et ses sautes d'humeur imprévisibles étaient mis de côté ou ignorés. Ce changement n'était pas nécessairement intentionnel. La plupart des membres du groupe voulaient garder Elvis heureux et éviter de le contrarier. Au fil du temps, cependant, cela a créé un environnement où dire la vérité pouvait être considéré comme une trahison. Red a continué à exprimer ses inquiétudes, mais il pouvait sentir l'atmosphère changer. La fraternité qui autrefois gardait Elvis les pieds sur terre ressemblait maintenant plus à une bulle qui gardait les vrais problèmes hors de vue jusqu'à ce qu'ils deviennent impossibles à ignorer. C'est pendant ces années que Red a commencé à réaliser à quel point il serait difficile de protéger Elvis des pressions qui s'exerçaient sur lui, et bientôt ces pressions allaient empirer. Le côté obscur émerge. 3. À la fin des années 1960 et dans les années 1970, Red West a commencé à voir des changements chez Elvis Presley qui le troublaient. Ils étaient petits au début, faciles à négliger pour quelqu'un qui ne connaissait pas bien Elvis, mais pour Red, c'était des signes avant-coureurs. Elvis bougeait parfois plus lentement qu'avant, ses pas étaient moins énergiques. Il oubliait de petits détails, des noms ou des choses dont il venait de parler. Ses humeurs pouvaient changer sans prévenir, passant de joyeuses à taciturnes ou irritées quelques minutes. Ces changements étaient subtils au début, mais avec le temps, ils sont devenus plus perceptibles. La racine du problème a commencé assez innocemment. Chunk 5, Elvis avait toujours eu du mal à bien dormir. Des années de spectacles, des voyages constants et l'excitation de sa carrière l'empêchaient de se détendre la nuit. Il souffrait également de maux de tête et d'une pression profonde et constante d'être toujours au top pour son public et les gens qui l'entouraient. Les médecins, dont beaucoup étaient désireux de plaire à un homme aussi célèbre qu'Elvis, lui ont prescrit des somnifères, des analgésiques et des stimulants pour l'aider à faire face à la situation. Comme les ordonnances étaient légales et lui étaient données par des professionnels de la santé, Elvis ne les considérait pas comme dangereuses. Pour lui, ce n'étaient que des outils pour l'aider à se reposer, à se réveiller à l'heure ou à surmonter les exigences d'un calendrier de spectacle. Le problème, c'est que plus il les utilisait, plus il s'y fiait. Bientôt, les pilules n'étaient plus seulement destinées à des besoins médicaux. Elvis a commencé à les utiliser comme un moyen d'évasion. Les exigences d'être Elvis Presley étaient implacables. Les fans, les gestionnaires commerciaux, les promoteurs de concerts et même les amis voulaient toujours quelque chose de lui. Les médicaments atténuaient le stress et engourdissaient la pression constante. Mais cela l'a aussi changé d'une manière que Red ne pouvait pas ignorer. Il arrivait qu'Elvis commence à parler, puis au milieu d'une phrase, ses yeux se voilent et sa tête tombe alors qu'il s'endort. D'autres fois, son discours était pâteux ou il devenait frustré et se déchaînait soudaine crise de colère pour s'excuser quelques instants plus tard. L'homme vif et rapide que Red connaissait depuis le lycée semblait maintenant fatigué et distrait la plupart du temps. Les changements n'étaient pas seulement physiques. La personnalité d'Elvis a commencé à changer. Il est devenu méfiant, parfois même envers les personnes qui étaient à ses côtés depuis des décennies. Il craignait que les gens essayaient de lui voler, de profiter de lui ou de surveiller chacun de ses mouvements. Il n'était pas rare qu'il ordonne des fouilles de sécurité soudaines à Graceland, demandant au personnel de vérifier les terrains à la recherche d'intrus ou de menaces cachées. Il vérifiait lui-même les serrures, parfois plusieurs fois dans une même nuit. Même les amis proches pouvaient devenir la cible de sa méfiance. Cette paranoïa croissante a alimenté un autre problème, son isolement.
Bien qu'il ne soit presque jamais seul physiquement, Elvis a commencé à se couper du monde extérieur. À Graceland, les rideaux étaient presque toujours fermés, les appels téléphoniques étaient filtrés et peu de personnes dehors de son cercle restreint pouvaient oublier le joindre directement. De plus souvent, Elvis passait de longues périodes dans sa chambre, loin de tout le monde. Parfois, il y restait des jours, couché dans son lit ou regardant la télévision silence. Il expliquait rarement pourquoi, et avec le temps, de moins en moins de gens osaient le demander. Chunk 6. L'homme qui autrefois s'épanouissait grâce à l'énergie, aux foules et au rire se repliait maintenant de plus sur lui-même. Une des raisons pour lesquelles il est resté piégé dans ce cycle est la pression de sa carrière. Elvis trouvait presque impossible de dire non. Si un promoteur voulait une autre tournée, il acceptait. Si les fans se voyaient promettre un spectacle, il le leur donnait. Peu importe à quel point qu'il se sentait fatigué ou mal, il craignait de décevoir les gens. Que ce soit son public, son personnel ou sa famille, ce oui constant a eu de lourdes conséquences sur lui, tant physiquement qu'émotionnellement. Red West a essayé d'intervenir plus d'une fois. Au début, il soulevait ses inquiétudes doucement, encourageant Elvis à se reposer davantage, à réduire sa consommation de médicaments ou à ralentir son programme. Quand cela n'a pas fonctionné, il est devenu plus direct. Il a dit clairement à Elvis que le chemin qu'il empruntait était dangereux, mais ces conversations se terminaient rarement bien. Elvis n'aimait pas être confronté, surtout ce qui concerne sa santé ou ses habitudes. Parfois, il renvoyait Red baladeur. D'autres fois, il devenait sur la défensive ou se mettait colère. D'autres membres de la Memphis Mafia ont également vu les signes avant-coureurs, mais la plupart ont choisi de ne pas insister sur la question. Dans leur monde, défier Elvis pouvait signifier être complètement exclu de sa vie. Pour beaucoup, il était plus sûr de rester silencieux, de le rendre heureux et d'espérer que les choses s'amélioreraient d'elles-mêmes. Red n'était pas disposé à garder le silence, mais même sa voix commençait à être noyée par les murs qu'Elvis avait construits autour de lui. L'homme que Red avait autrefois défendu dans le couloir d'un lycée était train de disparaître, remplacé par quelqu'un pris entre les exigences de la gloire et l'échappatoire offerte par les médicaments. Elvis perdant le contrôle. 4. Au fil des années, le comportement d'Elvis Presley est devenu plus imprévisible. Il y a eu des moments où il semblait qu'il essayait de reprendre le contrôle de sa vie, mais la façon dont il s'y prenait était loin d'être ordinaire. Red West a regardé Elvis prendre des décisions impulsives qui laissaient ceux qui l'entouraient se démener pour suivre le rythme. Parfois, Elvis décidait soudainement qu'il voulait se produire, même si c'était au milieu de la nuit ou dans un endroit inhabituel. Ces concerts imprévus n'étaient pas une question d'argent ou de publicité. Il s'agissait de se prouver qu'il pouvait encore commander un public quand il le voulait. D'autres fois, il ordonnait que des pièces entières de Graceland soient redécorées du jour au lendemain, changeant les couleurs, les meubles et les arrangements pour des raisons qu'il expliquait rarement. Il y avait aussi des voyages soudains à travers le pays, faits avec peu d'avertissement et sans but précis. Chunk 7. Un jour, il pouvait être à Memphis et le lendemain, il montait à bord d'un avion pour un autre État simplement parce que Elvis avait envie. Ces actions impulsives faisaient partie d'un schéma. Pour Red, elles semblaient être des tentatives d'Elvis de se sentir contrôle de quelque chose, de n'importe quoi, dans une vie qui était autrement dictée par la gloire, les attentes et les personnes gérant sa carrière. Le problème, c'est que ces explosions de contrôle ne duraient jamais. Une fois le concert terminé ou la pièce redécorée, le sentiment de satisfaction s'estompait et l'agitation revenait. Pendant cette période, Elvis s'est également profondément intéressé aux sujets spirituels et mystiques. Il restait éveillé tard dans la nuit pour lire sur la numérologie, les civilisations anciennes et les textes religieux. Il recherchait des significations cachées et des codes dans les livres qu'il lisait. Convaincu qu'il pouvait détenir des réponses aux questions qui le préoccupaient, il parlait à ses amis du destin, du sort et de la possibilité de trouver une paix plus profonde, comprenant les vérités spirituelles. Pour Red, c'était un autre signe qu'Elvis recherchait quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui pourrait expliquer ses luttes et l'aider à trouver un but. Mais peu importe ce qu'Elvis lisait ou étudiait, il ne semblait jamais trouver le réconfort qu'il recherchait.
Les séances de lecture tard dans la nuit ont continué, mais les réponses sont restées hors de portée. Malgré tout, Red voyait toujours la même personne qu'il avait rencontrée au lycée. Sous la gloire, le style de vie extravagant et le comportement imprévisible, Red pouvait encore reconnaître le garçon de Memphis qui voulait juste chanter et rendre sa famille fière. Cela lui rendait encore plus difficile de regarder Elvis lutter contre des peurs qu'il ne pouvait pas surmonter. Le défi était que, quoi que Red dise ou fasse, il ne pouvait pas enlever cette peur. Les retombées de 1965-1976, après près de 20 ans passés aux côtés d'Elvis Presley, le monde de Red West a été soudainement bouleversé. Sans avertissement, on lui a dit qu'il n'avait plus de place dans la vie d'Elvis ni dans son cercle intime. Pour un homme dont l'existence quotidienne tournait autour de la protection, du soutien et de la présence pour Elvis depuis son adolescence, ce fut un choc qui l'a profondément blessé. Le renvoi n'est même pas venu directement d'Elvis lui-même. Au lieu de cela, la nouvelle a été transmise par des intermédiaires, des personnes au sein de l'équipe de direction. Il n'y a pas eu de conversation face à face, pas d'adieu personnel et pas de chance pour Red de comprendre la décision de la bouche d'Elvis lui-même. Après 2 décennies de loyauté, cela semblait froid et impersonnel. Red a vite appris qu'il n'était pas le seul à être renvoyé. Le cousin d'Elvis, Sonny West, et son camarade garde du corps, David Hibler, ont également été renvoyés même temps. Tous les 3 faisaient partie du groupe depuis des années. Ils avaient voyagé ensemble, protégé Elvis ensemble et partagé d'innombrables moments personnels avec lui. Être retiré de ce monde d'un seul coup ressemblait à la perte d'une famille. Publiquement, l'explication officielle était des coupes budgétaires. Chunk 8. L'histoire racontée à la presse était que le coût du maintien d'un entourage aussi important était devenu trop élevé et que la direction devait apporter des changements. Sur le papier, cela ressemblait à une décision commerciale, rien de personnel. Mais pour ceux qui connaissaient la situation, il y avait une autre facette à l'histoire. Vérité, la relation de Red avec Elvis était tendue depuis un certain temps. Red était de plus inquiet de la santé d'Elvis, de sa dépendance croissante aux médicaments prescrits et du style de vie isolant qu'il avait construit autour de lui. Red avait parlé de ses problèmes plus d'une fois, parfois directement à Elvis, d'autres fois aux personnes qui l'entouraient. Il n'avait pas peur de défier Elvis, même si cela signifiait risquer sa position dans le cercle intime. Cette honnêteté, autrefois un élément précieux de leur amitié, était devenue une source de tension. 1976, Elvis était entouré principalement de personnes qui le défiaient rarement ou remettaient question ses choix. Les avertissements directs de Red n'étaient des plus les bienvenus. Aux yeux de certains membres de la direction d'Elvis, le renvoi de Red et des autres qui pourraient le soutenir permettrait de faire fonctionner les choses plus facilement. Pour Red, l'impact émotionnel a été dévastateur. Sa vie au cours des 20 dernières années avait été construite autour d'Elvis, non seulement tant qu'employeur, mais aussi tant qu'ami fraternel. Ils avaient traversé ensemble des hauts et des bas, des tournées mondiales, des moments de famille privés, des visites remises à l'hôpital, des conversations tardives et d'innombrables petites expériences qui découlent du fait de passer presque tous les jours avec quelqu'un. Perdre cela, ce n'était pas seulement perdre un emploi, c'était perdre une partie centrale de sa vie. Il y avait aussi la blessure personnelle. Red avait défendu Elvis au lycée lorsque d'autres se moquaient de lui. Il l'avait défendu contre des fans agressifs, lui avait tenu compagnie pendant les longues périodes de solitude sur la route et l'avait protégé des personnes qui pourraient profiter de lui. Être coupé sans même avoir la chance de parler directement, c'était comme une trahison. Il ne s'agissait pas seulement du renvoi, il s'agissait de la façon dont cela s'était produit. Sans la dignité, ni le respect qu'ils pensaient que leur histoire méritait. Dans les semaines et les mois qui ont suivi le renvoi, Red a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Il se souciait toujours d'Elvis et s'inquiétait pour lui, mais il n'avait plus la possibilité d'intervenir ou de prendre la parole. Cette impuissance a été l'une des choses les plus difficiles à accepter. Il savait qu'Elvis s'engageait sur une voie dangereuse, mais maintenant, il ne pouvait que regarder de loin. La perte signifiait également un changement soudain dans la propre vie de Red. Son identité, ses habitudes et ses amitiés étaient liées au monde d'Elvis Presley depuis 2 décennies. Maintenant, sans ce rôle, il devait déterminer qui il était dehors de la Memphis Mafia. Ce n'était pas seulement un changement de carrière.
Chunk 9. Ce fut un bouleversement émotionnel et personnel car Red allait bientôt franchir une étape qui choquerait encore plus le monde d'Elvis. Red West révèle tout. Après leur renvoi brutal 1976, Red West, Sonny West et David Hebler se sont retrouvés dehors du monde d'Elvis Presley pour la première fois depuis des décennies. Ils étaient inquiets et pas seulement pour eux-mêmes. Tous les trois avaient été témoins des changements survenus chez Elvis au fil des ans, de sa dépendance croissante aux médicaments sur ordonnance, de son isolement grandissant et du tribut que la gloire prélevait sur sa santé et son état d'esprit. De leur point de vue, le chemin qu'il empruntait était dangereux, voire mortel. Ils avaient essayé de le confronter privé, ils avaient fait appel à d'autres personnes de son entourage. Ils s'étaient même retirés parfois, espérant que la distance ferait réaliser à Elvis que quelque chose n'allait pas. Rien de tout cela n'a fonctionné. Ainsi, 1977, les trois hommes ont pris une décision qui allait changer leur réputation à jamais. Ils ont convenu d'écrire un livre. Le projet n'était pas conçu, selon eux, comme une attaque, ils l'ont présenté à la fois comme un avertissement et une requête. Ils voulaient qu'Elvis et le public voient la vérité sur ce qui se passait coulisses. L'espoir était que l'attention du public puisse le pousser à apporter des changements avant qu'il ne soit trop tard. Le livre était intitulé Elvis, What Happened? Il s'agirait d'un récit détaillé de la vie au sein de la Memphis Mafia, raconté par un témoin direct. Il couvrait non seulement les moments glamour que les fans connaissaient, les concerts, les cadeaux, la générosité, mais aussi le côté plus sombre. Les longues nuits alimentées par les pilules, la paranoïa qui le consumait parfois et le mur d'isolement croissant qui le tenait coupé du monde. Dès le début, le camp Presley l'a vu différemment. Pour eux, le livre était ni plus ni moins qu'une trahison. La direction d'Elvis et certains de ses alliés les plus proches pensaient que Red, Sonny et David divulguaient des affaires privées qui auraient dû rester au sein du cercle. Les réactions négatives ont commencé presque immédiatement après l'annonce de la parution du livre. Des lettres ont afflué de fans colères. Beaucoup ont accusé Red d'être un traître, de se retourner contre l'homme qui lui avait tant donné. Certains messages étaient durs, voire menaçants. Pour les fans qui ne voyaient Elvis que l'artiste souriant et charmant sur scène, l'idée que quelqu'un d'aussi proche de lui partage des détails aussi peu flatteurs était impardonnable. Red s'est défendu publiquement et privé. Il a dit qu'ils avaient écrit le livre parce qu'ils n'avaient plus d'autre choix. Chunk 10. Ils avaient déjà essayé tout ce qu'ils pouvaient pour aider Elvis privé. Rien n'avait changé. Il a expliqué que le but était de faire comprendre aux gens les pressions auxquelles Elvis était confronté. Des pressions qui allaient bien au-delà de l'image glamour du King. La paranoïa et la solitude n'étaient pas que des rumeurs, c'étaient de vrais problèmes qui nécessitaient une attention particulière. Elvis, What Happened est sorti le 1er août 1977. Juste 2 semaines plus tard, le 16 août, Elvis Presley était mort. Ce calendrier a fait du livre un paratonnerre à controverse. Dans l'esprit du public, la sortie du livre et la mort d'Elvis sont devenues liées. Même si le manuscrit avait été achevé des mois plus tôt, certains titres l'ont présenté comme une attaque cruelle dans ses derniers jours, ignorant le fait que personne n'aurait pu prédire son décès soudain. Pour les fans encore sous le choc de la perte, il était plus facile de voir le livre comme un acte de trahison que comme un avertissement désespéré. Pour Red, les conséquences ont été brutales. Son nom, autrefois lié à la loyauté et à la fraternité, a été associé à l'un des livres de révélation les plus discutés de l'histoire de la musique. Il a insisté sur le fait que ses motivations avaient été pures, que le but avait été de sauver la vie d'Elvis et non de profiter de sa douleur. Mais devant le tribunal de l'opinion publique, particulier dans les mois qui ont suivi la mort d'Elvis, rares étaient ceux qui étaient prêts à le croire. Avec le temps, certains fans ont revisité le livre et l'ont vu sous un jour plus équilibré, reconnaissant à la fois son honnêteté brutale et ses moments d'affection. Mais 1927, il y avait peu de place pour ce genre de nuances. Les émotions étaient trop vives, la perte trop grande et l'image d'Elvis trop sacrée dans le cœur de millions de personnes. Pour Red, la sortie du livre a marqué la fin de tout espoir de réconciliation. Toutes les chances de réparer leur amitié dans la vie ont disparu à jamais. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez plus, cliquez sur le bouton j'aime,
Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo.